De me donner la parole pour faire le point un petit peu sur l'infection à SARS-CoV-2, en sachant que vous l'avez bien compris, il y a quand même une difficulté majeure avec ce SARS. C'est que les données et les connaissances médicales évoluent en permanence et je reconnais que c'est pour ça que particulièrement au début de l'épidémie, ça a été particulièrement difficile à suivre sur notamment les conduites à tenir en pratique, les recommandations, etc., qui pouvaient changer pour le pays régulièrement, mais également pour nous en gynécologie obstétrique. Alors bon, je pense que maintenant tout le monde connaît bien le mode de transmission de ce virus et on rappelle effectivement que c'est essentiellement par les gouttelettes, donc l'aérosolisation du virus dans l'air quand on parle, quand on tousse, quand on éternue, qui va favoriser la contamination. Et donc, il y a le côté gouttelette, il y a aussi le côté manuporté, puisqu'on sait que ce virus il peut être persistant sur quelques surfaces, mais surtout présent dans les liquides biologiques, et donc les liquides biologiques auxquels nous sommes confrontés, particulièrement au moment de l'accouchement. Et donc, pour se protéger, vous connaissez maintenant, tout le monde connaît les mesures de précaution particulières. Je rappelle quand même que le contact rapproché le plus à risque, c'est moins d'1 mètre de distance pendant plus de 15 minutes, particulièrement s'il y a une toux, un éternuement. Et on réalise qu'effectivement, moins d'1 mètre de distance plus 15 minutes, ça correspond à quelque chose qui peut-être va vous faire réagir, qui est le moment de l'accouchement qu'on va évoquer, mais sans qu'il y ait de révolution particulière. Alors effectivement, le SARS-CoV-2, là je vous ai mis le dernier point épidémiologique qui a été montré soit par Santé publique en France, soit par le CDC. Donc on est quand même dans le monde à 71 millions de cas et plus d'1,6 million décès dans le monde. Donc une pandémie mondiale qui a des conséquences vraiment importantes en termes de mortalité, de morbidité, c'est en termes à être évalué, et je ne parle pas évidemment des conséquences sociales, économiques et psychologiques de cette épidémie qui sont évidemment extrêmement importantes. Ce petit schéma vous montre l'évolution de la première et la deuxième vague. Alors, ce n'est pas forcément que la deuxième a été plus forte que la première, mais c'est parce qu'on fait beaucoup plus de tests. Donc, il faut garder ça à l'esprit que plus on cherche, plus on trouve. Mais je pense que le critère principal, c'est de se rendre compte de ce que l'on a vécu dans les hôpitaux avec les saturations de lits. C'est probablement le meilleur indicateur de nos problématiques actuelles. Alors ça, je trouve cette diapositive intéressante puisqu'elle montre l'effet du premier confinement, parce que des gens se posent la question sur finalement est-ce que ça sert à quelque chose de s'embêter à rester enfermé, à ne plus se croiser, à plus est-ce que tout soit fermé? Eh bien, vous regardez que là, c'était la courbe de progression entre le début et les 15 jours après le confinement. Eh bien, on commence à avoir une chute du nombre de cas 15 jours après. Donc, c'est vrai que ce confinement, le premier, a été complètement drastique, mais en tout cas, il était efficace puisqu'il a cassé au bout de 15 jours la courbe de contamination et la courbe de cas, ce qui nous a permis de passer un été relativement tranquille. Et on voit bien malheureusement que dès que la relation recommence à être quasiment normale, le virus recommence à se multiplier. Alors, cette diapositive, elle vous parle de la symptomatologie des femmes enceintes par rapport au Covid. C'est vrai qu'au début, il y avait une espèce de phobie de la fièvre. Et en fait, la fièvre est loin d'être un symptôme majeur et principal. Il y a beaucoup de cas où les femmes peuvent être infectées sans fièvre. Alors, il y a des formes asymptomatiques, bien entendu, mais parmi les femmes symptomatiques, il y en a qui n'ont pas de fièvre et qui peuvent avoir d'autres symptômes que la fièvre. Et si on compare les femmes enceintes par rapport aux femmes non enceintes, les symptômes semblent légèrement différents en population générale, mais ça ne change pas notre prise en charge. C'est vrai que les femmes, elles ont tendance à avoir un petit peu moins de fièvre, un petit peu moins de symptômes, mais elles ont autant de toux, de dyspnée, de myalgie. Donc ce syndrome pseudo-grippal dont on a beaucoup parlé, en fait, tout peut ressembler à un Covid, à un critère majeur quand même étant l'association fièvre et tout, qui est quand même très évocatrice. Quand on regarde cette étude franco-belge qui a été faite donc sur la première phase de l'épidémie, eh bien, les signes principaux par rapport au groupe témoin, c'est-à-dire non enceinte, c'était effectivement la dyspnée. Et puis, ce qui est arrivé plus tard et qui n'était pas présent au début dans les études, ce n'était pas du tout connu, c'était de tout ce qui est anosmie, agueusie, qui est présent chez 20% des femmes enceintes.
un petit peu plus dans les groupes contrôle. Et vous voyez que c'est un signe qui est assez caractéristique, qui est présente sur une patiente sur 5, et que dans cette étude, la fièvre, elle est présente que dans 60% des cas. Pour continuer un petit peu sur les symptômes, là je ne parle plus d'une méta-analyse, mais d'une étude qui a été publiée dans un journal américain, mais qui est une étude française sur ce qui s'est passé à Strasbourg, et donc qui compare des femmes enceintes qui ont eu le Covid et des femmes enceintes avec un Covid suspecté mais non prouvé, donc avec une PCR négative. Donc vous voyez que quand même ça reste des petits effectifs, mais ce qui est intéressant toujours, c'est de voir que finalement il y a toujours un faible pourcentage de fièvre, et que le signe principal dans cette étude-là, c'était la toux. Il ne faut pas négliger non plus quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien, c'est tout ce qui est anomalie du transit, anomalie digestive avec des diarrhées notamment, et il peut y avoir pas mal de virus dans les selles par exemple. En dehors de la symptomatologie, ce qui a été décrit dans plusieurs études. Alors, je vous ai mis des petits drapeaux pour vous dire d'où ça vient. Il faut dire que je parle essentiellement d'études européennes et pas trop des études chinoises, de façon à ce que les populations soient comparables. Donc, au niveau biologique, ce que l'on voit régulièrement, et ça a été montré donc, chez les patients de Covid versus contrôle, c'est des anomalies du bilan biologique, avec notamment des allongements du TCA. On parle aussi des modifications du fibrinogène. Les anomalies hépatiques sont plus rares, et puis les désimères qui peuvent être également augmentés par rapport au groupe témoin. Mais ce qui est très fréquent, finalement, c'est l'allongement du TCA, qui, paradoxalement, ne donne pas un risque hémorragique, mais est en rapport avec le risque thrombotique, un peu comme dans les SAPL, par exemple, où on a un TCA allongé avec un risque thrombotique. Donc, cette première étude, c'est une étude qui a été faite sur 4 centres auxquels nous avons participé avec nos amis de Béclair, d'Evry et de Bicêtre, sur la toujours première phase, 240 femmes avec des suspicions de Covid. Donc, il y en avait 59% qui avaient une PCR négative et 41% qui avaient une PCR positive. Et ce qui est intéressant de cette diapositive, c'est l'évolution au cours du temps. On s'aperçoit que dans les premières parties, les patients qui étaient suivis en ambulatoire, il y en a quand même un bon nombre, et qu'il y en a eu 10 sur 50 qui finalement ont été hospitalisés de façon secondaire, donc il y a eu une aggravation secondaire. Ça veut dire que si on n'hospitalise pas les patientes, on y reviendra, il faut quand même les regarder avec vigilance, parce qu'elles peuvent avoir une aggravation au bout d'une semaine d'un point de vue respiratoire. Et parmi celles qui étaient hospitalisées d'emblée, il y en a quelques-unes qui ont eu une aggravation secondaire avec nécessité de passer en soins intensifs. Donc il est vraiment important de garder une vigilance sur le devenir de ces patientes. Dans cette étude-là, le seul facteur pronostic qui faisait dire qu'il y avait plus de risque de passer en soins intensifs, c'était le BMI. Et en fait, comme toute pathologie pendant la grossesse, c'est grave quand le terme avance et quand le BMI est plus important, ou on a plus de difficultés respiratoires. Donc, c'est plus grave d'avoir un Covid lorsqu'on est enceinte, et plus grave lorsqu'on est enceinte et obèse. Bon, là, je reviens sur l'étude issue de la cohorte de Strasbourg, et c'est aussi sur la première phase. Et on note sur cette première phase quand même un taux de prématurité qui est non négligeable, puisqu'on a jusqu'à 24% d'accouchement avant 37 semaines d'aménorrhée, avec un taux de césarienne de 42%. Vous voyez que c'est assez important. Et il y a un élément qui est extrêmement important, qui nous porte à être extrêmement vigilants, c'est le taux d'hémorragie de la délivrance, qui est de 24%. Vous aurez remarqué quand même qu'il faut être vigilant sur l'interprétation de ces chiffres, puisque nous avons ici des cohortes qui sont assez courts. Il s'agit de 21 patientes, et sur le nombre total de patientes qui est de 54, il n'y en avait que 21 pour lesquelles on en avait l'issue de grossesse. Donc vigilance quand même sur l'interprétation. Il y a quand même beaucoup de patientes qui n'avaient pas encore accouché, ce qui biaise un petit peu le taux de prématurité, en sachant qu'aussi au début, certains centres avaient peut-être une tendance, en ayant peur de la maladie, de dire, ben voilà, elle est à, je sais pas moi, 34, 35, 36 semaines, elle commence à avoir des signes de détresse respiratoire, d'oxygénothérapie nécessaire, eh bien, on va la faire accoucher, on va la césariser, comme ça on sera plus à l'aise. Maintenant qu'on connaît mieux la maladie, on aurait certainement tendance à essayer d'attendre un petit peu et à gagner du temps. Sur cette étude franco-belge qui compare les patientes enceintes Covid versus des patientes non enceintes, on s'aperçoit que le risque d'aller en soins intensifs, il est significativement augmenté dans le groupe femmes enceintes. Et il y a également plus d'hospitalisation, plus
de besoin à une oxygénothérapie et plus de nécessité d'une intubation endotrachéale. Donc, ce qui était suspecté au début, c'est-à-dire par analogie avec la grippe, ça peut être plus grave chez la femme enceinte, ça se confirme. Alors moi, j'ai jamais changé d'avis depuis le début. J'avais toujours l'intuition que ça pouvait être plus grave chez la femme enceinte, comme toutes les maladies d'ailleurs, et ça se confirme petit à petit. Ça, ce sont les chiffres d'une méta-analyse qui compare également les données chez les femmes enceintes infectées par le Covid avec un groupe de témoins qui sont des patients non enceintes du même âge qui ont le Covid. Donc, c'est Covid versus Covid, mais enceinte versus pas enceinte. Et ce que l'on retrouve dans cette étude, c'est qu'il y a plus de missions en soins intensifs et plus de nécessité de ventilation invasive dans le groupe femmes enceintes. Alors, effectivement, le risque est multiplié par 2. Donc, ce n'est pas quelque chose, toutes les femmes enceintes ne vont pas finir en réa, mais on a quand même un sur-risque chez cette population de femmes qui font qu'on doit être particulièrement vigilant et ne pas les considérer à l'égal d'un adulte jeune. Donc, sur cette diapositive qui est stratifiée un petit peu différemment, vous voyez que, par exemple, pour le risque le risque d'avoir une maladie sévère, lorsqu'on a plus de 35 ans, on multiplie par 1,7. Lorsqu'on est à un BMI supérieur à 30, on a 2,3% de risque, 2,3 fois plus de risque de faire une forme sévère. Quand on a un index, un BMI supérieur à 30, on a 5 fois plus de risque d'avoir une ventilation mécanique. Quand on a de l'hypertension chronique en plus, on a également beaucoup plus de risques d'avoir une admission en soins intensifs, etc., etc. Donc évidemment, toute comorbidité associée à la grossesse en elle-même va multiplier le risque de complications. Évidemment, quand on est malade, c'est plus risqué. Donc c'est plus risqué quand on a un terrain, quand on est obèse, hypertendu, diabétique, etc., etc. Ce qui est assez logique. Ça, c'est une étude américaine de Bolt qui compare par contre là des patients qui sont hospitalisés pour le Covid, pas pour autre chose, et compare les femmes enceintes versus des femmes non enceintes, mais également infectées pour le Covid. Donc, c'est Covid versus Covid, mais également enceinte versus non enceinte. Et là, ce que l'on voit à nouveau, c'est qu'il y a plus de risques de formes graves chez les femmes enceintes, plus de risque de morbidité, plus de risque de ventilation chez la femme enceinte. Ça peut aller de 3 à 5 fois plus. Alors, vous êtes nombreuses parmi les sages-femmes à avoir répondu à l'appel de la Guyane que j'avais lancé moi-même sur les réseaux sociaux, l'appel à l'aide lorsqu'ils ont eu leur épidémie de Covid, grâce à l'association humanitaire Action Santé Femmes. Il y a plus de 50 sages-femmes qui sont venues en Guyane donner un coup de main, que ce soit à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Cayenne. Il y a peut-être qui nous écoutent, qui sont allés donner un coup de main là-bas et vraiment leur aide a été extrêmement importante. Il y en a encore qui sont actuellement sur place. Et donc, je vous présente les résultats de l'étude qui a été faite à Saint-Laurent-du-Maroni par notre ami Nager Sini dans le service du docteur Gabriel Carme. Alors, pendant toute cette période du Covid, toutes les patientes qui arrivaient en salle de travail avaient une PCR Covid au moment où elles arrivaient en salle de naissance. Et donc, on a pu comparer les issues de grossesse des patientes qui consultaient pour accoucher parmi les patientes Covid versus les patientes non Covid. Alors, les populations sont comparables en termes de tout ce que l'on fait d'habitude pour comparer les populations, il n'y a pas de souci. Donc, il y a 137 patientes infectées par le Covid et 370 témoins. Donc, vous voyez que, par exemple, elles sont tout autant hypertendues chroniques, diabétiques, asthmatiques dans les deux groupes. Donc, il y a les mêmes comorbidités. Bon, vous remarquerez, pour vous donner une idée de ce qui passe en Guyane, qu'on a 8% de prééclampsie dans le groupe témoin, ce qui est de base beaucoup plus important que ce que l'on peut en voir en métropole. Au niveau des issues de grossesse, la première chose que l'on va remarquer, c'est qu'il y a moins de fœtus vivants de plus de 25 semaines d'aménorrhée, parce que c'est la première étude qui montre dans cette population un peu particulière qui est la population guyanaise, un excès de risque de mortalité et de mort in utero.
On voit ici, au niveau du déroulement du travail et de l'accouchement, à nouveau, comme dans l'étude qui avait été montrée à Strasbourg, publiée dans l'American Journal, dans cette publication-là, il y a aussi un excès de risque d'hémorragie de la délivrance, puisque leur taux de base, qui est déjà élevé de 7%, passe à 14%, donc multiplié par 2. Et donc, il y a donc, de façon tout à fait corrélée, évidemment, plus de risques d'être transfusé. Donc, il y a plus de risques de transfert en soins intensifs chez les femmes enceintes, chez les femmes qui viennent pour accoucher lorsqu'elles sont Covid. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la grossesse est un facteur de risque de forme grave de Covid. C'est maintenant bien démontré et il n'y a plus à discuter sur ce point-là. Alors, il y a pas mal quand même de questions qui se posent, notamment quelle est l'association qu'il peut y avoir entre le SARS-CoV et la prééclampsie. Alors, ce petit tableau, il vous montre en fait qu'effectivement, le SARS il va utiliser un récepteur pour pénétrer dans la cellule qui est le récepteur de la CE2 et que ce récepteur, il est impliqué dans la physiopathologie de la prééclampsie. Donc, le virus, il peut avoir un impact sur le placenta. Et c'est peut-être ça qui peut donner ces tableaux un peu de prééclampsie-like, comme on a eu plusieurs fois, comme on peut avoir on peut le voir un petit peu dans l'étude de Strasbourg, et puis dans quelques case reports, comme un d'Olivier Morel à Nancy, ou un que nous avons eu ici avec le docteur Federici à l'hôpital Louis Mourier, où le cas clinique était celui d'une patiente qui arrivait à 26 semaines avec une infection à SARS-CoV, une forme grave puisqu'elle a été intubée, et qui a développé une protéinurie, une hypertension, une cytolyse hépatique, et on s'est dit, mais en plus, elle est en train de faire une prééclampsie avec un même syndrome. Et on a utilisé un dosage qui est le dosage SFLT1 sur PLGF, qui est un marqueur placentaire de prééclampsie. Et bizarrement, ces marqueurs étaient strictement normaux, ce qui était complètement paradoxal avec une prééclampsie. Et en fait, ça nous a permis de faire, nous pensons, le diagnostic différentiel entre les anomalies cliniques et biologiques d'une prééclampsie et celle d'un Covid. Donc, la CT de Covid qui donnait tout ça. Du coup, on a essayé de gagner du temps. Elle a guéri de son Covid et de ce tableau de pseudo-prééclampsie et elle a pu accoucher à un terme tout à fait raisonnable. Et on a de temps en temps des patientes qui arrivent avec une infection hypertendue, protéinurie, et ça peut être un diagnostic différentiel. Alors, nos amis de Guyane ont l'habitude, par exemple, ces diagnostics différentiels de prééclampsie avec la dengue, puisque ça peut donner aussi des tableaux hypertension et anomalies hépatiques et perturbations avec thrombopénie. Mais vous voyez que c'est quand même assez étonnant de voir qu'il peut y avoir quelque chose, il se passe quelque chose au niveau de la prééclampsie. Alors, on parle du placenta. Du coup, est-ce qu'il y a une transmission materno-fétale du Covid? Alors, une transmission materno-fétale peut se faire de plusieurs façons, soit parce qu'il y a une infection des cellules placentaires et libération des virions dans la circulation fétale, soit parce qu'il y a une transcytose de virus libre ou de sotinisé, soit parce qu'il y a un transport via une cellule sanguine infectée qui servirait en quelque sorte de cheval de Troie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette transmission materno-fétale, elle a été décrite, mais c'est extrêmement rare. D'abord parce que c'est un virus respiratoire et il est rare de trouver du virus dans le sang. Dans l'immense majorité des cas, les formes les plus bénignes, les plus fréquentes, on est infecté au point de vue ORL pulmonaire, mais il n'y a pas toujours de virémie. Il y a une virémie surtout dans les formes les plus graves. Et dans le cas qui a été décrit, qui est le premier cas d'atteinte, c'était une forme grave à l'hôpital Antoine Béclair avec le docteur Vivanti et la virologue Christelle Volofelous. Ils ont césarisé une patiente en urgence pour anomalie du rythme dans un cadre de forme de SARS grave, et le bébé est né infecté. Ils ont trouvé du virus dans le liquide amniotique au moment de la césarienne au niveau du bébé, donc il y avait un passage transplacentaire prouvé du virus à travers le placenta au moment de la phase aiguë. C'est vraiment tout à fait exceptionnel, mais ça peut arriver. Et il semblerait quand même que cette corrélation, cette transmission soit corrélée à la gravité de l'état maternel. Et vous voyez que l'histologie a montré qu'on pouvait retrouver du virus au niveau du placenta. Ça a été montré par Algaroba, par Painfeld et par Alexandre Vivanti et Christelle Volofelous. On peut trouver du virus au niveau du placenta, c'est évident, mais ce n'est pas parce qu'on trouve au niveau du placenta que forcément il passe après chez le bébé.
Alors, dans le cas d'Alexandre Vivanti, on voit qu'il y avait des petites anomalies sur l'IRM, probablement plus en rapport avec l'hypoxie et les anomalies du rythme qu'un côté tératogène, puisqu'il n'y a pas de récepteur à la CO2 au niveau du cerveau fœtal, par exemple. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une atteinte. Il n'y a pas connaissance à ce jour de malformation liée au virus. Ce n'est pas le CMV, ce n'est pas la rubéole, ce n'est pas la varicelle. On n'a pas aujourd'hui, maintenant on a 8 mois de recul, on n'a pas de connaissance de syndrome malformatif aujourd'hui lié au SARS-CoV-2. Par contre, il faut se méfier parce qu'une patiente qui est intubée, ventilée, qui a une hypoxie profonde pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il peut y avoir une hypoxie fœtale et donc on va surveiller le cerveau fœtal à l'écho ou à l'IRM pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, mais pas en raison d'une possible réaction du virus sur le cerveau, mais peut-être une conséquence de l'hypoxie fœtale, un peu comme une patiente qui aurait une intoxo-CO par exemple. Mais aujourd'hui, même dans ce contexte-là, on n'a pas trouvé d'anomalie malformative, fœtale, directe ou indirecte liée à l'hypoxie ou liée au virus chez les nouveau-nés. Évidemment, il y a une limite à ces données, hein, c'est que c'est souvent les infections qui ont lieu au 3e trimestre avec un délai infection-accouchement qui a été assez bref. On n'a pas tellement de recul depuis le début de l'épidémie sur les conséquences de l'infection au 1er et 2e trimestre. Puis finalement, les patientes qui étaient infectées au mois de mars-avril, le 1er trimestre, eh bien, elles commencent à accoucher finalement. Donc, on n'a pas tellement de recul, donc il faut être un petit peu vigilant, mais on n'est pas dans le 10 cas, quoi. On n'est pas dans quelque chose qui est catastrophique et qui est extrêmement évident, mis en évidence partout dans le monde. On sait que dans les autres SARS, comme le SARS-CoV-1 ou le MERS-CoV, il y avait un excès de risque de fausse couche, de mort utero, de retard de croissance, ça c'était très très clair. Je dis que l'étude guyanaise montre un excès de mort in utero, mais qui n'est pas forcément retrouvé dans toutes les études. Il faut rester prudent par rapport à tout ça. Et par exemple, nous, à Louis-Mourier, en région parisienne, on n'en a pas été frappé par un excès de mort in utero par rapport aux années précédentes. La question que l'on se pose maintenant qu'on a fait l'état de ces connaissances, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique pour nos patientes qui sont infectées par le SARS-CoV. Alors, est-ce qu'il faut hospitaliser toutes les patientes infectées? Bien évidemment non. On ne va pas hospitaliser toutes les patientes infectées. On va surtout hospitaliser celles pour lesquelles il y a une saturation qui est inférieure à 97-98% en air ambiant ou alors qui ont une tachypnée. La tachypnée, c'est un élément extrêmement important dans la surveillance. La fréquence respiratoire, c'est très, très important, puisque finalement, au début, la patiente va compenser, va maintenir sa saturation en hyperventilant, en augmentant sa fréquence respiratoire, puis à un moment donné, elle ne va plus y arriver. Donc, vraiment important de surveiller la fréquence respiratoire. Et puis, s'il y a un signe de pneumopathie ou s'il y a une comorbidité, on aura plus tendance à hospitaliser une patiente s'il est dans un terme avancé ou si elle a une pathologie associée à sa grossesse, les patientes très obèses, par exemple, etc., etc. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Ce qui est extrêmement important à l'absence d'hospitalisation, c'est évidemment protéger l'entourage par le port de masque et puis informer la patiente sur les signes d'alerte qui doivent amener à reconsulter, c'est-à-dire la dyspnée, la tachypnée. Et nous, ce que nous recommandons, c'est de téléphoner aux patientes. Une fois que le diagnostic est fait, on va les appeler toutes les 48 heures pour les interroger, savoir comment elles vont. Et puis souvent, on entend au téléphone si elles sont dyspniques ou pas. C'est vraiment important de garder à l'esprit ce risque d'aggravation secondaire. Et à la PHP, il y avait aussi des systèmes de surveillance ambulatoire qui est extrêmement bien fait. Ça, c'est un type d'information, de feuille d'information que l'on donnait aux patientes pour leur donner les conseils pour savoir quand est-ce qu'il faut reconsulter. En cas d'hospitalisation, c'est possible en maternité sous réserve qu'on puisse surveiller les patientes, c'est-à-dire avoir de l'oxygène et puis surveiller une SAT. Et puis être sûr qu'il y a une possibilité d'isolement parce qu'il ne faut pas contaminer les autres patients qui seraient tout autour et protéger le personnel. Les corticoïdes de maturation pulmonaire fœtale sont possibles. Les anticoagulants, c'est extrêmement important, on y reviendra dans quelques secondes. L'antibioprophylaxie est discutée. Il n'y a pas forcément besoin de faire un scanner pulmonaire pour vérifier les lésions. Et l'hydroxychloroquine, les autres traitements, vous pouvez complètement oublier.
Voici par exemple la feuille de surveillance que nous faisons, la conduite à tenir pour les patients qui sont hospitalisés. Il y a une surveillance standard toutes les 4 heures qui est basée sur la fréquence respiratoire, la saturation, la consommation d'oxygène avec le débit. L'objectif étant d'avoir une fréquence respiratoire inférieure à 25 et une SAT qui doit supérer 95 à 98%. Vous voyez que si on a une fréquence respiratoire qui augmente et une SAT qui diminue, il faut instaurer l'oxygénothérapie et on prévient le gynécologue de garde, on rapproche la surveillance. Et si, lorsqu'on a mis cet oxygène à 4 litres par minute, eh bien, on continue à avoir une fréquence respiratoire supérieure à 25 et une SAT à faire 95% malgré l'O2 à la lunette, là, on va augmenter jusqu'à 9 litres progressivement. Et si on a la saturation qui ne monte pas, il faut appeler rapidement le gynécologue et le réanimateur parce qu'on va peut-être avoir besoin d'intuber cette patiente et parfois ça peut aller très vite. Pour la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, la patiente était globalement très bien. En 1 heure de temps, elle s'est dégradée, il a fallu l'intuber en urgence. Pour ce qui est de l'accouchement, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de raison de faire de césarienne autre que s'il y a une indication obstétricale classique habituelle ou si l'état de maternelle ne le permet pas. Le terme pour décider l'extraction, c'est toujours une discussion multidisciplinaire. On ne peut pas recommander un terme plutôt qu'un autre. Vraiment, on s'adapte au cas par cas. C'est vraiment un dialogue individuel. L'isolement est important pour éviter les contaminations nosocomiales, limiter les intervenants parce que ce qui est également important, c'est d'arriver à protéger le personnel soignant. Il faut que les accoucheurs et les accoucheuses et les infirmières et les auxiliaires qui sont présentes soient protégés le maximum. Je ne reviendrai pas sur la polémique sur le port du masque au moment des efforts expulsifs. Bien évidemment, jamais personne n'a dit au niveau des sociétés savantes que le port de masque était obligatoire. C'est une évidence, mais on sait, c'est un moment où il peut y avoir une aérosolisation importante. Donc, si la patiente, elle peut porter le masque, tant mieux, c'est recommandé. Si elle ne peut pas, évidemment, il n'y a aucune raison d'être coercitive d'aucune façon que ce soit. Mais il faut que la patiente, qui est à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes, que la sage-femme, qui va être à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes, juste en face de la patiente qui fait ses efforts expulsifs, elle soit protégée correctement. Elle ait sa casaque, elle ait son masque FFP2. C'est vraiment fondamental de garder à l'esprit. Et lorsque l'on explique aux patientes, en amont de l'accouchement, oui, c'est vrai qu'on peut vous proposer d'avoir le masque parce que vous avez la sage-femme juste en face et que ce serait bien qu'on n'ait pas toutes nos patientes, toutes nos sages-femmes qui soient arrêtées, malades ou qui risquent leur vie parce que vous accouchez. Il faut. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément partout de dépistage systématique en salle de naissance, que c'est d'ailleurs assez controversé et que je vous rappelle que tous les tests n'ont pas une valeur prédictive de 100%. On peut avoir une patiente asymptomatique qui excrète du virus avec une PCR négative. Donc, il faut être vigilant en permanence. Au niveau des thérapeutiques, il n'y a aucun traitement spécifique avec un niveau de preuve. Et ça, c'est le Haut Conseil de la santé publique qui a rendu cet avis, vous voyez, le 25 novembre 2020. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Alors, il faut savoir aussi que toutes les femmes enceintes ont été exclues des essais thérapeutiques. Donc, non seulement on n'a pas de traitement spécifique du haut niveau de preuve en population générale, mais chez la femme enceinte, encore moins. Du coup, restent les prescriptions compassionnelles, c'est-à-dire on n'a pas de preuve, on le fait quand même. Au pire, ça ne marche pas, pourquoi pas, mais c'est vraiment très discutable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'anticoagulation, elle est quasiment systématique à partir du moment où on est infection à SARS-CoV, d'autant qu'il y a des symptômes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause d'embolie pulmonaire, à cause de thrombose liée à cette procoagulabilité liée à l'infection à SARS-CoV-2. Il n'y a pas de contre-indication aux corticoïdes de maturation pulmonaire fœtale. Il faut faire un traitement symptomatique. Et dans les cas graves, il peut y avoir un traitement par dexaméthasone et remdesivir. Ça, c'est tout à fait possible, en sachant que le problème est qu'il n'y a aucune étude sur le remdesivir pendant les grossesses. Ça, c'est la mise à jour de décembre 2020 du CARO, donc les anesthésistes en gynécologie obstétrique,
qui établissent, qui stratifient la thromboprophylaxie en fonction du degré de risque de la patiente. Vous voyez que selon si on est risque intermédiaire élevé ou majeur, on peut avoir besoin de mettre une thromboprophylaxie à dose de enoxaparine 4000 unités, à des doses plus importantes si on est dans du risque majeur. Risque majeur étant les patients qui ont besoin d'une ventilation, qu'un syndrome inflammatoire majeur, etc., etc. Donc, c'est aussi une discussion multidisciplinaire de mettre toujours un traitement anticoagulant. S'il faut faire accoucher la dame, c'est aussi le côté, il faut jongler avec l'anticoagulation par rapport à la péridurale, à l'accouchement, au risque hémorragique. Tout ça, évidemment, impossible de donner une directive particulière. On est vraiment dans le cas par cas, mais gardez à l'esprit qu'on est dans un état de procoagulation et de risque de thrombose et d'embolie pulmonaire. Je vous ai juste mis le tableau simplifié des recommandations du NIH du 3 novembre 2020 sur les traitements dexaméthasone, remdesivir, etc. pour votre culture générale, puisque ce sont des recommandations qui sont assez récentes. Vous voyez que tout ce qui est chloroquine et autres poudres de perlimpinpin a complètement disparu et on est vraiment dans des traitements symptomatiques ou éventuellement du remdesivir ou éventuellement la dexaméthasone et évidemment les traitements symptomatiques. Et on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de données sur le remdesivir et grossesse. Le remdesivir, il est beaucoup donné dans la maladie Ebola, mais Ebola, ça tue tellement qu'on n'a pas de scrupule à la donner pour la grossesse pour faire quelque chose. Là, on est vraiment dans le cas, peut-être que c'est une forme très grave, on pourrait le donner, on n'a pas de données de pharmacovigilance pour la grossesse. Pour la vaccination qui est très à la mode, il n'y a aucune donnée chez la femme enceinte et comme les laboratoires ne vont jamais oser le faire, il n'y aura probablement pas d'études de tolérance chez la femme enceinte. Donc, je ne peux rien vous dire sur vaccination chez la femme enceinte. On sait très bien que la vaccination est très importante chez la femme enceinte pendant la grossesse pour la grippe et que très probablement, elle sera recommandée en France, comme d'ailleurs dans le reste du monde pour la coqueluche, etc., etc. Mais pour le SARS-CoV, il faudra attendre. Pour l'instant, on n'a aucune information. Donc, le SARS-CoV, c'est vraiment un vrai défi pour notre société d'un point de vue économique, médical, organisationnel. Le risque, il est avéré pour la femme, mais ce risque, on augmente par 2, 3, 4, 5 les risques de complications, de mortalité, d'intubation. Donc, elles ne vont pas toutes mourir, mais c'est un sur-risque. Elles constituent un groupe à risque pour lequel il faut être vigilant. C'est un défi d'organisation pour nous tous, c'est un défi dans la prise en charge. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les données sont évolutives. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Alors, d'autant plus qu'on était au mois d'avril-mai. Là, maintenant, on commence à avoir une bonne idée. Je pense que le diaporama va peu changer dans les semaines à venir, mais il faut garder de la vigilance. En tout cas, on sait qu'il faut être vigilant sur la maladie thromboembolique, probablement vigilant sur le risque de prééclampsie, vigilant sur le risque d'hémorragie du postpartum, et je parle bien de la patiente qui accouche en faisant sa forme aiguë de Covid, pas la patiente qui a eu le Covid au mois d'août et qui accouche maintenant au mois de décembre. Là, nous pensons qu'elle rejoint le risque de la population générale. Une fois qu'elle est guérie, il n'y a pas de raison qu'elle fasse une hémorragie. Mais les patientes qui accouchent en période aiguë de la maladie ont probablement un risque supérieur d'hémorragie de la délivrance pour lesquels il faut que nous soyons vigilants. Je vous ai mis sur cette diapositive un tas de petits liens utiles pour suivre les données, l'évolution de la maladie. Je vous ai remis également, bien entendu, le site Internet de notre association. Vous pouvez trouver des informations sur le Covid. Vous pouvez trouver des informations où on voit comment est-ce qu'il faut faire un prélèvement nasopharyngé, comment on fait pour s'habiller, pour une tenue stérile, les dernières publications, etc. Vous pouvez trouver tout ça sur notre site Internet. Vous avez des sites, vous avez également, on a mis pas mal de vidéos sur notre page YouTube. Vous pouvez trouver sur ces sites des informations qui concernent le Covid, mais aussi d'autres infections qui peuvent impacter la femme enceinte. Et puis, je vous rappelle, pour celles qui ne le savent pas, c'est évidemment maintenant à la bonne. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'avec le Dr Veliopoulos, nous avons créé un DU de pathologie infectieuse de la femme enceinte